Merci beaucoup. Merci Monseigneur. Merci à toute l'équipe de la commission Laudato Si de m'avoir adressé cette invitation. Je suis très heureux de venir clôturer, en faisant un peu du rab, ce temps de la création qui s'est achevé hier normalement, mais l'abondance de grâce fait qu'on peut bien déborder le lendemain. Donc pour cette fête de la création, ce forum de la création, je suis heureux de pouvoir traiter avec vous de ce thème de rapport entre théologie et écologie, parce que c'est pour moi ce qui va permettre de donner le sens de l'action, c'est-à-dire la crise écologique nous appelle, nous interpelle. Les problèmes écologiques, comme l'a dit tout à l'heure Marcella, peuvent nous faire peur et nous faire entrer dans l'anxiété. Eh bien, je pense que, comme je vais essayer de vous le montrer, et puis en insistant dessus dans ma conclusion, la question de l'écologie intégrale, c'est d'abord une question d'espérance. Pas d'espérance béate en disant de toute façon on n'a rien à faire, Dieu s'occupe de tout. C'est pas ça du tout, mais au contraire une espérance qui nous invite à l'action, qui nous invite à nous engager pour la sauvegarde de la création, à être des bons gardiens de la création, au service de Dieu et de l'Église dans ce monde. Alors, je vais commencer tout d'abord en introduction avec quelques petits points de méthodologie pour situer pourquoi est-ce qu'on fait de la théologie en rapport avec l'écologie, parce que pour certains ça peut paraître bizarre qu'on fasse ça. Je voudrais commencer par vous dire que la question écologique, dans la perspective catholique, a été introduite dans le cadre de la doctrine sociale de l'Église. Ça, c'est un chapitre qui existe depuis maintenant un peu plus d'un siècle, avec l'encyclique du pape Léon XIII, Rerum Novarum. Donc, ce sont les questions sociales qui invitent à tourner notre regard vers les questions d'écologie, puisqu'on se rend compte que les deux sont liés, sont interconnectés. Et le pape François, d'ailleurs, situe l'encyclique Laudato Si dans ce corpus et dans cette tradition de l'enseignement social de l'Église. Donc on est bien dans une continuité. Comme l'a dit Marcella, moi j'ai été initié à la théologie de l'écologie au Canada, dans un contexte œcuménique à l'Université de Toronto, et ma porte d'entrée, en fait, a plutôt été celui de la théologie de la création. J'ai été intéressé dans le cadre de mes études par la biologie des populations et des écosystèmes. Donc c'est la science de l'écologie, entre autres. Et c'est en dialogue avec le thème de la création que je me suis posé la question du rapport entre écologie et théologie. C'est une autre porte d'entrée, et c'est vrai que les protestants sont plus familiers avec cette entrée, pour penser les problèmes écologiques en théologie. Donc on parle aujourd'hui aussi de éco-théologie. S'il y en a qui connaissent les écrits de Michel Maxime Heger, donc ce penseur théologien orthodoxe qui vit à Lausanne, il se présente comme un éco-théologien, quelqu'un qui fait de la théologie de l'écologie. Alors, théologie de l'écologie, ça ne veut pas dire qu'on va faire de l'écologie un principe de la théologie, on ne va pas faire de l'écologie la nouvelle façon de penser la foi, on ne va pas faire de l'écologie le critère ultime de la révélation, non, loin de là. Mais une théologie de l'écologie, c'est vraiment la pensée chrétienne qui se laisse interpeller par les questions de l'écologie, par les problèmes écologiques, mais aussi par les modes de pensée qui sont générés par l'écologie. D'ailleurs, le philosophe catholique Dominique Bourg a édité aux presses universitaires de France un dictionnaire de la pensée écologique, pour bien situer les choses. Donc c'est une théologie en dialogue, c'est une théologie qui nécessite de se laisser déplacer un peu par ce qu'est l'écologie, son mode de fonctionnement,
et ça invite donc à une interdisciplinarité. Ça veut dire qu'il faut connaître un peu de théologie et un peu d'écologie pour pouvoir les mettre en dialogue. Et c'est pas évident, chez les théologiens, de rentrer dans cette interdisciplinarité. Alors, dans ce qui m'a été demandé de voir avec vous aujourd'hui, c'est comment, dans le cadre de cette théologie de l'écologie, on peut envisager le respect de la création, le respect de la vie, la spiritualité de la fraternité, avec un petit, on va dire, petite maxime chapeau qui est « tout est lié ». Le « tout est lié » qui est le refrain de l'encyclique Laudato Si, pour ceux et celles qui l'ont lu et pour qui ça évoque quelque chose. Alors je vais commencer par ça. Tout est lié. Pourquoi je commence par ça? Parce que pour moi, c'est vraiment un lieu très significatif et très parlant pour comprendre ce que c'est qu'une théologie en dialogue avec l'écologie. Je vais prendre des exemples, commencer avec des exemples qu'on trouve dans Laudato Si. Par exemple, pour comprendre ce que ça veut dire « tout est lié », eh bien, on peut rentrer dans ce que le pape a compris de son expérience pastorale quand il était à Buenos Aires comme archevêque, le rapport entre la clameur de la terre et la clameur des pauvres. Ça, vous avez peut-être été marqué par cette approche du pape François qui invite à concevoir les problèmes d'écologie comme étant intrinsèquement liés et fortement donc connectés avec les problèmes sociaux et en particulier les problèmes de la pauvreté. Tout est lié, ça veut dire quoi dans son expérience? Ça veut dire, quand le pape va dans les bidonvilles de Buenos Aires pour rencontrer les pauvres, il se rend compte d'une chose, c'est que ce sont les personnes les plus vivant le plus dans la misère qui vivent dans les zones les plus délabrées écologiquement. Et il s'est dit, il y a peut-être un lien entre les deux réalités. Et ce lien, il l'a fait par la médiation de la pensée du système économique et politique ou de la culture moderne, qui est une culture qui produit du déchet. Du déchet à la fois humain, c'est l'exclusion sociale, comme du déchet écologique, c'est-à-dire la pollution. Et finalement, le pape nous invite à regarder le fait qu'il y a un seul problème, une seule origine au problème de l'écologie, au problème de la pauvreté, qui s'inscrit en fait dans un mode de fonctionnement de notre société qui est beaucoup plus large et beaucoup plus englobant que les problèmes pris séparément les uns des autres. C'est dans Evangelii Gaudium que le pape François, en 2014, définit cette culture du déchet. C'est-à-dire un mode de pensée, un mode de vie, un mode d'organisation de la société qui produit de l'exclusion. Dans la définition de l'écologie intégrale, qui nous est donnée au numéro 138 de l'encyclique Laudato Si, le pape François nous dit bien que les problèmes d'écologie aujourd'hui sont, si on veut vraiment les traiter correctement, il faut les concevoir dans leur gang social ou dans leurs interactions avec la sphère sociale. La manière dont on vit, la manière dont on traite les pauvres correspond à la manière dont on traite la planète et réciproquement. Donc il y a une forte connexion entre les problèmes qui s'enracinent tous finalement dans le cœur de l'être humain. La personne humaine a quelque chose de fondamentalement rompu ou blessé, en particulier pour ceux qui vivent dans les sociétés dites modernes, qui impliquent des comportements assez désastreux vis-à-vis des plus pauvres et de la planète. L'écologie intégrale, pour le pape, est donc une question d'anthropologie. C'est une question d'anthropologie, c'est-à-dire la manière dont l'être humain se comprend comme vivant sur cette planète, dans cette création. Je vais y revenir assez abondamment. Mais du point de vue théologique, puisqu'il s'agit d'articuler théologie et écologie,
Cette association, ou ce rappel de la forte connexion entre les problèmes de pauvreté et l'écologie, nous renvoie à un principe fondamental de la doctrine sociale de l'Église, qui est l'option préférentielle pour les pauvres. L'Église, au nom du commandement de l'amour donné par Jésus-Christ, au nom du commandement de l'attention aux plus pauvres et aux plus faibles dans les évangiles, l'Église a toujours eu le souci particulier des personnes les plus pauvres et les plus précaires dans sa communauté et au-delà de sa communauté, pour les prendre en charge, les soulager et leur annoncer l'amour de Dieu pour eux. Dans Laudato Si, la conséquence de cette connexion entre problèmes écologiques et problèmes de pauvreté, c'est la création d'une nouvelle catégorie de pauvres pour lequel le chrétien, et le catholique en particulier, doit avoir le souci. Et cette nouvelle catégorie de pauvres contient un sujet, c'est la planète. Et ça, dès le numéro 2 de Laudato Si, c'est explicitement dit. Donc, un premier lieu pour comprendre le tout est lié et ses conséquences dans la pensée chrétienne. Deuxième lieu, je reviens à la définition de l'écologie. Si vous ne le savez pas, j'en profite pour vous dire que l'écologie, ce n'est pas une mode qui a été inventée dans les années 1960, c'est une discipline scientifique qui a été créée à partir des années 1860 en Allemagne par un biologiste qui s'appelle Ernst Haeckel. Et ce monsieur a défini l'écologie comme étant la science qui s'intéresse aux relations des êtres vivants entre eux et avec leur milieu. Donc pendant un siècle et plus, l'écologie se développe gentiment et paisiblement dans les universités pour penser, pour étudier la manière dont les grands systèmes du vivant fonctionnent sur notre planète. Ce qui est au cœur de la pensée écologique, c'est la notion de relation, la notion d'interaction. Ce qu'on appelle en écologie l'interaction d'interdépendance. Le fait que toute entité existant dans ce monde est nécessairement connectée à autre chose, est nécessairement en interaction avec autre chose, et ces interactions, elles font que je suis ce que je suis et que vous êtes ce que vous êtes. Je vous donne un exemple, on va faire un exercice, ça risque de faire de l'effet, là, vu la quantité vu la population présente. Vous allez arrêter de respirer pendant 2 minutes. Donc vous allez m'accuser de meurtre de masse, si vous survivez à l'opération. Et donc vous allez vous rendre compte que pour vivre, vous avez besoin de l'oxygène de l'air. Donc le scoop, je vous le livre, vous êtes en interaction, en interdépendance avec l'oxygène de l'air. C'est-à-dire que pour être ce que vous êtes sur le plan de votre physiologie, de votre structure biologique, de votre capacité de vous mouvoir, dépend de la possibilité de respirer. Donc de l'oxygène de l'air qui va rentrer dans votre structure et sur lequel vous allez vous-même avoir des conséquences sur son devenir, puisque ce dioxygène va rentrer dans vos structures biologique, vous allez le restituer sous forme de CO2, il va repartir dans l'atmosphère pour participer au cycle du carbone et de l'oxygène et des autres éléments dans la biosphère. Donc vous n'existez pas si vous n'êtes pas en interaction, d'interdépendance avec l'oxygène. Et réciproquement, il n'y a pas d'oxygène dans l'atmosphère s'il n'y a pas d'être vivant. Donc c'est important de comprendre cela, parce que le pape François utilise cette notion pour fonder son refrain du tout est lié. Le tout est lié a une dimension universelle, puisque c'est la manière, c'est l'état d'existence de toute entité, de tout être, de toute chose, de l'électron jusqu'au cluster de galaxies dans l'univers. En passant par l'être humain, en passant par les arbres, en passant par le pétrole. J'aime bien donner l'exemple du pétrole
pour commencer un peu à décaler les esprits. Et ça a une profonde signification, ou en tout cas, c'est un lieu de profonde signification pour la théologie. Le pape François en tire une conséquence directe dans Laudato Si, il nous dit « Le fait d'être relié, c'est voulu par Dieu par création. » Donc, nous considérer comme étant déliés, des individus, considérer qu'on peut connaître en séparant les choses, eh bien, c'est méconnaître le projet créateur de Dieu. Donc, s'engager dans un travail, dans un projet d'écologie intégrale, c'est reconnaître que par création, toutes les choses sont reliées et sont interdépendantes les unes des autres dans la constitution, par exemple, des écosystèmes. Et ne pas reconnaître cela, c'est méconnaître profondément la réalité créée du monde. Cela nous amène vers une écologie intégrale. Le tout est lié, va se décliner maintenant pour nous penser en tant que personnes habitant cette planète. Je dis ça tout à l'heure, j'y reviens dessus maintenant. L'écologie intégrale, c'est un projet anthropologique, c'est une vision anthropologique de la personne humaine habitant ce monde, compris comme maison commune. Je répète. L'écologie intégrale, c'est une vision anthropologique qui pense la personne humaine habitant ce monde, compris comme maison commune. Et ce mode d'habitation se décline selon 4 relations fondamentales. 4 relations fondamentales. La première, c'est la relation à Dieu. La deuxième, c'est la relation aux plus pauvres, aux autres. La troisième, c'est la relation à moi-même. Et la quatrième, c'est la relation aux créatures non humaines, à tous les êtres qui peuplent ce monde, qu'ils soient vivants ou non, pétrole inclus. Je reviendrai sur le pétrole encore. Alors, ces 4 relations fondamentales, elles ne sont pas séparées les unes des autres. Elles font système entre elles. C'est-à-dire, la manière dont je me comporte avec les autres a un impact sur la manière dont je me comporte avec moi-même, avec Dieu, avec les autres créatures. La manière dont je me comporte avec Dieu a un impact sur la manière dont je me comporte avec les autres, avec moi-même, avec les autres créatures. Et vous prenez le système dans tous les sens, ça marche. C'est pour ça que, pour vous aider à comprendre, peut-être si vous êtes visuel, pour vous aider à comprendre comment ça fonctionne, représentez-vous un tétraèdre. C'est une pyramide à base triangulaire qui a 4 sommets. D'accord ? Les 4 sommets de la pyramide, ce sont les 4 relations fondamentales que je viens de vous expliquer. Le tétraèdre montre bien que chacun des 4 sommets est en relation directe avec les 3 autres. D'accord ? C'est comme ça, le tétraèdre. Chacun des sommets est en relation directe avec les 3 autres. Donc ça veut dire que si j'introduis un désordre dans la figure à l'un des 4 sommets, il y a une répercussion directe sur les 3 autres. Bien, ça, c'est l'image dont vous pouvez vous servir pour vous dire, voilà, le projet de l'écologie intégrale, c'est une question d'ajustement de mon tétraèdre. Tétraèdre personnel, mais tétraèdre aussi communautaire. C'est-à-dire qu'en tant que communauté, paroissiale, scolaire, diocésaine, Monseigneur, nous avons un tétraèdre à ajuster. Quelle est notre relation avec les autres, avec nous-mêmes, avec la création tout entière, avec Dieu, et comment ces 4 relations s'articulent harmonieusement à notre échelle. Et du coup, pour le pape François, la résolution de la crise écologique et de l'ensemble des crises que traverse notre humanité, c'est une question d'ajustement de ces 4 relations fondamentales. Et pour lui, comme déjà présente dans le compendium de doctrine sociale de l'Église, la relation la plus importante, c'est bien la relation à Dieu qui va être, on va dire, le point de référence ultime.
dans les écrits de Saint Jean-Paul II, on voyait déjà poindre ce problème, cette question. Jean-Paul II, dans son message pour la paix en 1990 et dans son encyclique Centesimus Annus, il disait si l'alliance entre Dieu et la création n'est pas respectée, alors la création se retourne contre nous-mêmes. La création se retourne contre ceux qui ne sont pas fidèles à l'alliance, et il s'appuie sur le livre d'Osée, au chapitre 3, pour appuyer son argumentation. Et il décrit dans le livre d'Osée, qui explique que le peuple manque de fidélité par rapport à l'alliance. Les conséquences, c'est quoi? Eh bien, les poissons sont en train de crever, les océans s'assèchent, l'air est irrespirable. Tiens donc, des choses qu'on a l'impression de connaître. Dans le livre d'Osée. Je pourrais vous donner la référence exacte si vous voulez après. Voilà pour le tout est lié, et ce tout est lié dans l'Audate aussi va nous servir un peu de clé d'interprétation pour penser ce que le pape François appelle dans l'Audate aussi l'évangile de la création. Vous avez repéré que le chapitre 2 de l'Audate aussi s'appelle l'évangile de la création. Personnellement, c'est la première fois que je vois un texte magistériel qui présente le thème de la création comme appartenant à la bonne nouvelle de la révélation chrétienne. Alors, je ne connais pas tous les textes du magistère, mais en tout cas, c'est assez original pour qu'on puisse le repérer. Cet évangile de la création, il occupe une fonction bien précise dans l'archistructure de l'encyclique Laudato Si. C'est un thème qui nous invite à travailler notre regard sur la création et sur les créatures. L'enjeu de l'évangile de la création, c'est de nous faire entrer dans le regard de Dieu sur la création. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident, dans la mesure où nos cultures humaines sont toutes pétries de cosmologie, c'est-à-dire de façon de penser l'univers. La cosmologie que nous partageons actuellement dans la modernité, c'est la grande cosmologie scientifique, qui nous est décrite en partie, on va dire, on a deux sources principales, qui sont la théorie du Big Bang, en particulier, et aussi, pour ce qui concerne le vivant, le paradigme darwinien. Donc, la question, c'est est-ce que ces paradigmes nous aident à être plus chrétiens ou à vivre mieux notre vocation, à être gardiens de la création? Le pape François nous invite à revenir aux sources de la révélation pour nous dire bon, allez voir, retournez un peu, voir comment ça se passe, comment on représente ce monde dans lequel on vit et comment on pense la personne humaine vivant dans ce monde. Et c'est ça qui doit vous orienter votre mode de pensée et votre mode d'être, votre comportement par rapport à votre environnement naturel. La théologie de la création joue donc un rôle fondamental dans ce projet. C'est pour ça que dans l'Audate aussi, le pape François insiste beaucoup sur la bonté de la création, sur la présence de Dieu dans la création, sur le fait que la création n'est pas achevée et que Dieu continue de la faire croître et grandir, en particulier par la collaboration humaine. Donc il y a des thèmes comme ça sur lesquels le pape insiste pour nous aider à entrer dans le regard de Dieu sur la création. Mais on a du mal à faire ça, pourquoi ? Parce que dans notre société moderne et dans notre civilisation, depuis 3 siècles, le mode de pensée de notre monde est celui de l'utilité. Un rapport instrumental à la nature. C'est-à-dire, avec la modernité, nous nous sommes conçus comme étant des êtres supérieurs au monde matériel, du fait de notre esprit. Et donc, nous avons décrété que tout ce qui n'avait pas d'esprit
était destiné au service de ceux qui avaient l'esprit. Pour que nous devenions, à l'aide de la science, maîtres et possesseurs de la nature. Ça vous renvoie à un penseur connu, j'imagine, qui a écrit une certaine méthode pour connaître le monde dans son discours sur la méthode. Bon, je parle de René Descartes, pour ceux qui ne l'avaient pas identifié. Alors le pape François, au sujet de cette façon de penser la nature et de penser le rapport homme-nature, nous dit « Attention les gars, il y a des manières non chrétiennes de lire la Bible. Si vous lisez la Bible, et notamment Genèse 1,28, en pensant que vous devez vous comporter comme des tyrans par rapport aux créatures parce que vous êtes supérieurs, c'est pas chrétien. Et il faut abandonner cette représentation, il faut la mettre de côté, et il faut embrasser le regard de Dieu sur la création. Embrasser le regard de Dieu sur les créatures, embrasser le regard de Dieu sur la créature humaine. Ce qui m'amène donc à poursuivre d'un point de vue théologique, à penser que les créatures, dans le regard de Dieu, portent en elles, ce que le pape appelle une valeur propre ou une valeur intrinsèque. C'est-à-dire, les créatures ont été créées bonnes par Dieu, et cette bonté ne dépend pas de notre usage. Cette bonté ne dépend pas de notre évaluation économique. Cette bonté ne dépend pas de notre désir sur elle. Par création, Dieu donne une valeur propre à chaque créature dans cet univers créé. Et le pape insiste là-dessus parce que nous autres chrétiens, et nous avons raison de le faire, nous mettons l'accent sur la dignité de la personne humaine. C'est le fondement de l'éthique chrétienne, c'est le fondement en termes de création, pour nous penser en tant qu'être créé à l'image de Dieu. Et nous avons raison de le faire. Mais cela nous invite, comporte un risque, c'est celui d'oublier que les autres créatures comportent en elles cette valeur propre et intrinsèque, oublie que la modernité a embrassé d'une manière magistrale. Nous nous comportons par rapport aux créatures non humaines comme des exploitants, c'est-à-dire des gens qui veulent tirer de l'argent d'eux, l'ensemble des êtres naturels, au nom de notre utilité, de notre bien-être. On oublie que ce bien-être humain dépend des bonnes conditions d'habitation de notre planète, parce que tout est lié. Alors, autre aspect de cette bonté de la création dans la foi chrétienne, c'est la réflexion sur les fins dernières. La bonté de la création peut se comprendre du point de vue du mystère proprement chrétien qui est celui de la résurrection. Quelle est l'espérance chrétienne? C'est que le Christ Jésus viendra dans la gloire et que, au moment de cette venue, la résurrection sera accordée à nos corps de chair, nous verrons Dieu face à face, et nous nous comprendrons ressuscités dans notre corps de chair. Mais c'est aussi le temps de l'avènement de la création nouvelle. Création nouvelle que les textes du Nouveau Testament nous présentent à plusieurs reprises, avec notamment dans les épîtres de Pierre, ou dans l'Apocalypse de Jean, ou encore dans certaines épîtres de Saint Paul, dans lesquelles on voit que c'est toute la création qui est invitée à rentrer dans la gloire de Dieu. Prenez par exemple le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, au verset 18 à 22. Nous y voyons la création gémir dans les douleurs d'un enfantement, parce qu'il a été soumis à un pouvoir d'anéantissement que Dieu n'a pas forcément voulu.
mais que cette création, elle aspire aussi à entrer elle-même dans la gloire des enfants de Dieu. Et l'enjeu ici, c'est la foi. La foi des personnes humaines, c'est ce qui permet à toute la création d'entrer dans la gloire des enfants de Dieu. Et ça, c'est intéressant parce que si toute la création est appelée à être transfigurée, l'élément déterminant de ce projet, c'est la capacité de la personne humaine à accueillir ce don de la résurrection dans sa vie. L'enjeu ici, c'est d'entrer dans le regard de Dieu sur la création du début jusqu'à la fin. Nous voyons la création à l'instant T, dans son état de cheminement. Nous voyons la création souffrir, en tout cas la planète Terre, de la maltraitance ou des mauvais comportements de l'être humain. Mais Dieu voit la création jusqu'à son accomplissement, c'est-à-dire la création nouvelle, une création transfigurée. Donc pour nous, à la fois théologiquement et spirituellement, entrer dans le regard de Dieu, ça veut dire considérer la valeur propre et intrinsèque des créatures, aussi parce qu'elles ont une destination eschatologique dans la création nouvelle. Vous pourrez poser la question, si ça vous amuse tout à l'heure, de savoir si vous verrez votre chat au paradis. Ce n'est pas forcément ce que j'ai dit, mais en tout cas, ça pose la question de la réalité matérielle dans la résurrection. Alors, ça invite à penser la question de la domination de la création par la personne humaine. Qu'est-ce que ça signifie dominer la création quand on est entré dans le regard de Dieu sur la création? Parce qu'il faut bien se cogner cette question, parce que au chapitre 1 du livre de la Genèse, au verset 28, quand Dieu bénit la créature humaine, il l'invite à dominer la terre et à soumettre toutes les créatures. Qu'est-ce que ça signifie d'un point de vue du regard de Dieu? Comme je n'ai pas forcément beaucoup de temps, je vais aller droit à l'essentiel. D'abord, ça signifie être à l'image de Dieu. Être à l'image d'un Dieu qui est un Dieu d'amour et un Dieu de communion trinitaire. Donc, gouverner, dominer la création en étant les représentants de Dieu dans la création, eh bien, ça veut dire peut-être être symbole aussi de l'amour de Dieu pour toute la création et toutes les créatures. Et ça, c'est tout à fait cohérent avec un autre aspect de la foi chrétienne, c'est-à-dire, quand on est chrétien, on lit l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau, et on ne peut pas comprendre le Nouveau si on n'a pas compris l'Ancien Testament. Mais dans le premier cas, il s'agit de lire le chapitre 1er de la Genèse avec ce que nous connaissons de l'Évangile de Jésus-Christ. Vous êtes-vous déjà posé la question, qu'est-ce que ça signifie pour Jésus que de dominer, ou que de régner, ou que d'être à la première place? Pour faire bref, ça veut dire se mettre au service, avec cet exemple magistral du chapitre 13 de l'Évangile de Jean, où quand on lui pose la question, tu es Seigneur, montre-nous comment on doit faire pour régner, Jésus dit, vous m'appelez Maître et Seigneur, vous avez raison, mais moi je prends un linge, je m'agenouille devant vous et je vous lave les pieds. Donc être à l'image de Dieu et à la ressemblance du Christ, dominer à la manière du Christ la création, eh bien c'est rentrer dans un projet de service de toute la création et du projet créateur. Et c'est dans ce service qui nous rend à la ressemblance de Dieu que s'exprime profondément notre dignité, la dignité de la personne humaine. J'ai combien de temps encore? Jusqu'à 10. Très bien, merci. Cette posture nous invite à entrer dans une spiritualité de la fraternité. Et une fraternité que je vais décliner à deux niveaux. Fraternité intra-humaine et fraternité cosmique. Cette théologie de l'écologie et cette approche sociale de l'écologie dans la doctrine sociale de l'Église
nous invite à penser nos relations interhumaines. Nous avons évoqué déjà avec le pape François la question de la culture du déchet. Nous sommes dans un système économique, politique, un paradigme sociétal qui génère du déchet, et en particulier de l'exclusion. C'est contraire à un principe fondamental de la doctrine sociale de l'Église, qui est la poursuite et la construction du bien commun. Le bien commun, dans la tradition catholique, c'est la construction des conditions du vivre ensemble. Qu'est-ce que ça signifie pour une communauté d'êtres humains que de vivre ensemble et donc de garantir à chacun de ses membres un développement, un épanouissement intégral? Ça veut dire que la construction du bien commun ne peut pas se permettre, ne peut pas s'autoriser de générer de l'exclusion. C'est forcément un projet gagnant-gagnant pour toute personne, et en particulier les plus pauvres. Mais rappelez-vous, l'option préférentielle pour les pauvres s'élargit à la planète, avec Laudato Si et l'écologie intégrale. Donc ça veut dire que la construction du bien commun correspond bien à ce que je vous ai dit tout à l'heure dans ma première partie, au projet d'habitation de la planète comprise comme maison commune. La maison commune, ce n'est pas simplement les murs dans lesquels on vit, c'est l'ensemble de ce qui constitue notre quotidien, notre maisonnée, les êtres avec lesquels on vit, qui dépendent de nous pour ce qu'ils sont et dont nous dépendons pour ce que nous sommes. Rappelez-vous, le tout est lié. Donc le bien commun s'élargit aux conditions d'habitation de notre monde, en incluant la création tout entière. Ensuite, ça nous invite à penser la question de la solidarité. Et le pape Benoît XVI a proposé cette expression intéressante autour de son encyclique Caritas in Veritate en 2009, la solidarité intergénérationnelle et la solidarité intragénérationnelle. La première, la deuxième est la plus simple à comprendre dans le contexte qui est le nôtre. Si on reprend le chiffre arrondi que 20% de la population terrestre détient 80% des ressources de ce monde, et donc réciproquement 80% des personnes vivant sur cette planète n'ont accès qu'à 20% des ressources, là il y a une question de justice sociale qui est liée à une question de justice environnementale du coup, qui fait que la destination universelle des biens n'est pas garantie par notre fonctionnement social, économique, planétaire. Destination universelle des biens, c'est un autre principe de la doctrine sociale de l'Église. C'est-à-dire que tous les biens de la création sont destinés à toutes les personnes humaines dans ce monde pour leur épanouissement et leur développement intégral. Et s'il y a de la rétention, il y a problème de justice. Donc l'écologie intégrale nous invite à penser cette solidarité intragénérationnelle, c'est-à-dire les personnes avec lesquelles nous vivons aujourd'hui à la surface de la planète. La solidarité intergénérationnelle nous invite à penser ce qu'on appelle aussi aujourd'hui le souci pour les générations futures. C'est-à-dire de laisser une planète vivable pour nos descendants. Comme dirait Ancionas, le philosophe allemand, de laisser une planète dans laquelle l'humanité pourrait vivre une vie authentiquement humaine, c'est-à-dire une vie en abondance, un accès à un développement intégral de la personne et de toute l'humanité. Il faut que j'accélère et je vais conclure. Cette fraternité, je voudrais maintenant la décliner sous l'angle de la fraternité cosmique. Et je vais prendre, pour rester relativement bref, l'exemple de Saint François d'Assise que nous avons fêté hier et que nous honorons dans cette maison. François d'Assise est présenté dans la tradition franciscaine comme étant le frère universel.
frère universel parce qu'il considère toutes les créatures comme frères ou sœurs. Et cette fraternité et cette sororité sont fondées par le fait que nous avons un Dieu qui est Père et qui est Créateur. Nous sommes tous créés par un Dieu qui est Père, ce qui invite, chez François d'Assise, à penser un rapport de fraternité avec les créatures. Se reconnaître créé, pour François d'Assise, c'est se reconnaître à une relation de fraternité avec toutes les créatures vivantes, non humaines, pétrole inclus. Je vous avais dit que j'y reviendrai. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect de la spiritualité franciscaine qui fonde cette fraternité est lié cette fois-ci au mystère de l'incarnation. François d'Assise était un amoureux du Christ. Il avait, sa spiritualité est celle de l'incarnation, du Dieu qui se fait créature humaine et qui vit et qui assume l'expérience humaine du début jusqu'à la fin. L'expérience mystique de François est une expérience d'union au Christ. Et dans cette expérience d'union, il s'est passé quelque chose de fondamental pour ce qui nous intéresse. Excusez-moi. J'ai besoin d'aviver mon interaction d'interdépendance avec H2O. H2O, orange. Et glucose aussi. Bref. Non, mais d'habitude, on me donne un verre d'eau. Pardon pour le contre-exemple. Donc, la dimension cosmique de l'incarnation. En étant uni au Christ, François d'Assise fait l'expérience d'être uni avec tout ce que le Christ rencontre dans son incarnation. Et dans son incarnation, le Christ est uni à la nature humaine, et il est aussi uni avec le statut de créature. Nous sommes des êtres humains, nous participons à l'étoffe du créé par notre matérialité, par nos relations, nos interactions. François d'Assise fait l'expérience alors d'être uni avec toutes les créatures, parce qu'elles sont unies au Christ par son incarnation. C'est pour ça que, en inventant la crèche, saint François d'Assise souhaite qu'il y ait l'âne et le bœuf, pour que les créatures non humaines soient témoins de cet événement, pour qu'ils reconnaissent qu'elles sont concernées par ce qui arrive. Et du coup, François a écrit une lettre à l'empereur romain germanique de l'époque pour ordonner qu'il y ait double ration pour les animaux le jour de Noël. Voilà. Mais ça dit quelque chose de profond sur le plan spirituel, c'est de se sentir relié et uni dans le Christ à toutes les créatures parce que Dieu s'est fait homme. Donc là, on a des éléments pour penser une spiritualité de la fraternité cosmique. Et donc, en conclusion, il s'agit, à l'issue de ce topo, qui est une brève introduction à une pensée écologique chrétienne, de comprendre que l'action chrétienne pour la sauvegarde de la création ne se fonde pas sur la peur de la catastrophe, mais bien sur l'espérance qui naît de l'accueil de la révélation chrétienne. Une espérance qui naît de l'accueil de l'évangile de la création, dont j'ai essayé de vous donner quelques linéaments, et que le pape François développe dans son chapitre 2 notamment. Et c'est tout à fait dans l'esprit, par exemple, du Concile de Vatican II, notamment à la fin de la Constitution Gaudium et Spes, où les pères conciliaires nous disent l'espérance chrétienne, loin de nous confiner à un repos tranquille, de nous dire Dieu fait tout et moi j'ai plus rien à faire, au contraire, l'espérance chrétienne, l'espérance des fins dernières, l'espérance de la venue du Christ dans la gloire, doit nous motiver ici et maintenant
pour agir dans le monde et accomplir notre mission au service du projet créateur, cette domination dont on a parlé tout à l'heure, et donc entrer dans le regard de Dieu, entrer dans le projet de la sauvegarde de la création et devenir des bons gardiens et gardiennes de la création. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette intervention très riche. Je vais vous proposer à tous un petit temps pour laisser infuser. Vous comprendrez que l'exemple que j'ai pris est surtout rhétorique pour susciter l'interrogation, pour dire, ben oui, en fait, depuis plus d'un siècle, notre société industrielle s'est construite sur la consommation d'énergie, et essentiellement d'énergie facilement accessible, que sont les hydrocarbures, et dont le pétrole est le symbole. Donc pour moi, le pétrole, c'est le symbole de notre rapport utilitariste aux ressources naturelles. D'ailleurs, rien que de dire ça, ressources naturelles, on est dans un rapport utilitariste. Donc, il s'agit surtout de nous poser la question, à partir de cet exemple, oui, c'est vrai, le pétrole, c'est vraiment un truc qui sert à notre consommation. On n'a jamais idée de se dire, tiens, le pétrole, waouh, la valeur intrinsèque et propre du pétrole, qui me fait penser à quelque chose de Dieu ou qui me renvoie au Créateur, c'est pas forcément un réflexe, si vous voulez, quand je vais à la pompe, quoi, pour remplir, ou quand je mets le fil dans la cuve pour mon chauffage. Vous voyez ? Donc, c'est d'abord une fonction d'interpellation, l'exemple du pétrole. Après, j'ai pas vraiment d'idée. J'ai pas vraiment d'idée comment rentrer dans une expérience de fraternité cosmique avec le pétrole, si ce n'est une piste qui est celle du Cantique des créatures de François d'Assise. On pourrait peut-être rajouter une ligne, béni sois-tu au Seigneur, par frère pétrole. Pourquoi ? Parce que quelque part, par son existence et ses réseaux d'interaction, d'interdépendance, il rend gloire à Dieu aussi. Ça nous fait entrer du coup dans la dimension spirituelle et liturgique, parce que on pourrait rajouter aussi un verset au Cantique de Daniel, toutes les œuvres du Seigneur bénissez le Seigneur, et toi le pétrole bénis le Seigneur. Mais ça le resituerait dans son statut de créature. Et je dis ça parce que le Cantique de Daniel commence par les anges, et ensuite c'est les cieux, les astres, les éléments physiques, le gel, le froid, le vent. Ça nous fait rentrer dans cette louange cosmique des créatures qui par elles-mêmes rendent grâce à Dieu. Nous n'avons pas un impact très grand sur la galaxie Andromède. L'impact humain de la domination de la création sur Andromède est quasiment nul. En termes économiques, j'entends. Mais en termes spirituels, non, là il y a quelque chose à vivre. C'est-à-dire, si nous dominons toute la création, on domine aussi sur toutes les galaxies de l'univers entier. Et cette domination, ce service du projet créateur passe par l'intégration de tous ces éléments de la création dans notre prière et notre célébration de la louange du Créateur. Voilà une piste. Ok. En parlant de Descartes, en passant, l'homme doit maîtriser la nature, et en revisitant le verset de la Genèse, l'homme créé à l'image des dieux, et enfin en réinterprétant l'espérance de la résurrection, j'ai compris que c'est en quelque sorte une période où on doit pouvoir déclarer haut et fort la fin de l'exception humaine. Parce que l'homme s'est considéré toujours dans la nature comme étant un être d'exception par rapport à son existence biologique, par rapport à la qualité de sa vie, la culture, le progrès, et par rapport à la finalité, l'espérance de la résurrection. C'est bien cela que vous avez proclamé, sans pouvoir le dire, la fin de l'exception humaine, s'il vous plaît. Pas tout à fait. Parce que si vous avez repéré mon vocabulaire qui est
dans la stricte observance de celui de Laudato Si, j'ai dit que la personne humaine avait été dotée d'une dignité, et j'ai dit que la création et les créatures étaient dotées d'une valeur propre et intrinsèque. C'est-à-dire que là, il y a un enjeu théologique et moral d'identification de ce que c'est que la dignité pour l'être humain et ce que c'est que la valeur propre et intrinsèque pour les créatures. Avec dans l'idée que par création, si on prend au sérieux Genèse 1, c'est pas la même chose. J'ai essayé une piste pour penser cette articulation entre les créatures et la créature humaine, justement en vous proposant une interprétation de l'être à l'image de Dieu et à la ressemblance. Être à la ressemblance de Dieu, être à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est entrer dans la domination de la création. Mais la domination de la création, c'est, à l'image de Jésus-Christ, se faire serviteur. Donc ça veut dire que, effectivement, l'être humain, par sa dignité, est un peu mis à part pour un projet qui englobe toute la création. Et c'est un projet qui nous invite à accueillir l'altérité des êtres créés, dans l'accueil de leurs valeurs propres et intrinsèques, pour les valoriser et pour permettre de vivre dans cette création comprise comme une maison commune, c'est-à-dire au numéro 220 de Laudato Si, réaliser une sublime communion universelle. Je cite. Donc, il y a exception, mais c'est une exception qui oblige. On est dans l'ordre de l'élection. De l'élection, oui, pourquoi pas. Il faudrait creuser cette piste. Oui. Alors, le temps tourne, hein, il est 11h15. Donc, si vraiment il y a une question qui vous empêcherait de manger ou de dormir, posez-la. Mais sinon, Fabien est avec nous toute la journée. Vous pouvez aller le revoir. Voilà. Vous discutez avec ceux qui ont compris, peut-être. Voilà. Une dernière question qui vous empêche vraiment de manger ou de dormir. Allez. Galanterie, c'est Marcella qui a le micro. Pas de chance. Merci. Moi, juste par rapport à ce que vous dites, dominer au sens de Jésus-Christ et se mettre au service, je relisais là le chapitre 1, verset 28, et il est dit « remplissez la terre », donc soumettez-la, ou dans d'autres traductions, assujettissez-la. Et là, je vois moins dans ce verbe-là, dans le verbe soumettre, autant dominer, mettre, le chef, et du coup, il peut se mettre au service. Je vois moins dans ce verbe soumettre ou assujettir cette notion d'être au service. J'ai plus de mal à la voir. Alors, merci. J'aurais eu 10 minutes de plus, j'aurais peut-être approfondi ce thème, mais c'est la question des mandats de l'être humain dans la création qui sont définis par ces verbes qu'on trouve de Genèse 28 et ensuite en Genèse 2.15, qui sont cultiver et garder la création. Donc, sont déjà une façon de penser cette soumission et cette domination, c'est en rapport avec cultiver et garder. Donc là, il faudrait approfondir ça à partir des racines hébraïques. Et on se rend compte que les mots qui sont utilisés là sont les mots qui expriment le fait de représenter Dieu. On gouverne le monde qui nous est confié à la manière de Dieu. Et le mot cultiver, c'est un mot qui renvoie au service, très clairement. C'est le mot avad en hébreu, c'est le service qui étend le service du culte, le service des populations, le service politique. Donc on est vraiment, même là, quand on regarde le vocabulaire, on peut aller dans le sens du service, à condition de bien articuler les 4 verbes entre eux. Mais je n'ai pas le temps d'approfondir ça, c'est un chapitre à soi seul. Très bien, merci beaucoup. Quelques mots d'introduction. Bernard est ingénieur, X74, socio-économiste, membre du ministère de l'écologie jusqu'en 2017, auteur d'une dizaine d'ouvrages, dont Pour une liaison écologique en 2011. Bernard travaille aussi sur les questions anthropologiques et sur la pensée chrétienne.
Son dernier livre est Penser la foi chrétienne après René Girard, qui est décédé en 2018. 2015. Pardon, 2018, et le livre date de... Excuse-moi. Et ce matin, Bernard va nous faire un tour d'horizon sur la situation actuelle avec des données chiffrées. Il est important d'en tenir compte, car la transition écologique n'aura lieu que si les individus acceptent librement de limiter leur consommation. Vous, moi, on n'agit que librement. Et en même temps, nous avons besoin d'être accompagnés par des politiques adéquates. Il est impossible d'éviter une catastrophe climatique sans rompre radicalement avec les méthodes et la logique économique qui nous y mènent depuis 50 ans. Et si on remonte encore dans le temps, voilà, le mode de pensée utilitariste. Qu'est-ce que cela implique dans nos gestes quotidiens? Quelles transformations sont nécessaires dans nos modes de vie et dans nos organisations? Voilà, Bernard, je te laisse la parole. Merci. Merci. Alors, je remercie les organisateurs de m'avoir invité dans cette belle réunion qui est pleine d'espérance, je dois le dire. Alors, je vais commencer par quelques éléments pour rappeler un peu le climat dans lequel on se situe aujourd'hui. Moi, qui suis toutes ces choses depuis un certain nombre d'années. Je suis extrêmement frappé par l'accélération de l'histoire, on pourrait dire, c'est-à-dire tous ces éléments nouveaux qui se multiplient et qui montrent qu'on est vraiment dans cette question écologique est vraiment en train de devenir centrale. On va essayer de... Bon. Est-ce que ça va là? Ça va pour moi, alors, pas de problème. Oui, oui. C'est presque trop bon. Voilà. Bon, voilà, on va y aller. C'est bon, c'est bon. Oui, donc cette question écologique est en train de devenir envahissante et à juste titre, à mon avis. On a eu évidemment la multiplication des événements climatiques extrêmes avec les records de température battus cet été, la sécheresse, les ouragans, les inondations, une avalanche de rapports alarmistes, de nouvelles projections climatiques, des rapports du GIEC sur la montée des eaux d'ici la fin du siècle, beaucoup de rapports sur le déclin de la biodiversité. On a eu la question des incendies en Amazonie avec leur prolongement diplomatique qui ont fait la une des journaux. On a le phénomène de la mobilisation des jeunes avec l'effet Greta Thunberg, que je trouve pour ma part extrêmement positif. Et je suis extrêmement choqué par tous les gens qui critiquent cette jeune fille. J'écoute assez régulièrement le service public de l'information à la radio et à la télévision et je suis vraiment frappé par l'augmentation du temps consacré aux questions d'environnement, notamment sur France Inter. On a également une multiplication d'ouvrages sur les catastrophes, sur l'effondrement écologique. Et malgré tout ça, on a encore quelque chose qui sera au cœur de mon exposé, c'est-à-dire la difficulté à relier et à unifier la pensée économique et la pensée écologique. On le voit par exemple, quand on parle du prix de l'essence, les questions relatives au prix de l'essence, par exemple quand il y a des crises du côté du Golfe Persique, sont toujours traduites en termes quelles conséquences ça va avoir pour la croissance, est-ce que c'est bon pour le gouvernement, etc. Et alors que, évidemment, on pourrait aussi les regarder
sur le plan écologique comme des choses qui sont plutôt annonciatrices de phénomènes qui vont de toute façon devoir arriver, de phénomènes de pénurie et en tout cas de nécessité de passer à un après-pétrole. Et puis, pareil, il y a de la publicité pour les SUV, qui sont des voitures qui consomment beaucoup d'essence, etc., etc. On voit toujours qu'on a cette dualité. Et puis, cette dualité, j'en ai encore un autre exemple. Ce matin, en écoutant la radio, deux choses dont je voudrais montrer le télescopage, en quelque sorte. C'est la Convention citoyenne sur le climat, donc le gouvernement qui réunit 150 personnes tirées au sort, qui vont devoir donner des pistes concrètes pour lutter contre le changement climatique, ce que je trouve extrêmement positif. Et puis, le même jour, on a une grande manifestation qui part du triangle de Gonesse en passant par la place Stalingrad et qui va jusqu'à Matignon pour protester, pour demander l'abandon du projet d'aménagement d'Europa City. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Le triangle de Gonesse, l'artificialisation des meilleures terres agricoles de la région parisienne, avec un projet qui est évidemment climaticide à beaucoup de titres. D'abord par la modification chaque fois qu'on artificialise des terres, on réduit la capacité d'absorption du carbone dans le sol. Et ensuite, ça va générer évidemment des comportements de loisirs, de déplacements, qui auront tous des effets négatifs pour le climat. Et évidemment, c'est assez extraordinaire de voir cette chose, parce que le gouvernement, on pourrait dire plutôt que de faire semblant, enfin, je ne pense pas qu'il fasse semblant, enfin, c'est bien beau de réunir des gens, mais déjà qu'on fasse des choses évidentes. Je veux dire, c'est évident que ce projet ne répond à aucune nécessité. Et c'est évident que le gouvernement devrait déjà rendre des comptes sur sa politique, sur les grands projets, sur les politiques d'aménagement, pour voir si les macro-décisions qui sont prises aujourd'hui sont compatibles avec le respect de l'environnement. Alors, deuxième élément d'introduction, c'est cette phrase de citation de Laudato Si, qui est au début du texte et auquel j'attache beaucoup d'importance. Les réflexions théologiques ou philosophiques sur la situation de l'humanité et du monde peuvent paraître un message répété. Micro. Vous pouvez lire. Oui, bon, de toute façon, vous pouvez lire, hein, mais Bon, d'accord. Alors, les réflexions théologiques ou philosophiques sur la situation de l'humanité et du monde peuvent paraître un message répétitif et abstrait si elles ne se présentent pas de nouveau à partir d'une confrontation avec le contexte actuel dans ce qu'il a d'inédit pour l'histoire de l'humanité. Voilà, je m'arrête sur cette première phrase, le caractère inédit. C'est-à-dire qu'on vient d'en avoir une illustration avec l'exposé de Fabien. Quand on relit la Bible aujourd'hui, quand on l'interprète, on le fait à la lumière d'une situation qui n'était évidemment pas celle des rédacteurs de la Bible, et on est amené à proposer de nouvelles interprétations. Mais ce qui vaut pour la théologie et la philosophie vaut évidemment encore plus pour la pensée économique et pour la pensée technocratique, pour la manière dont on se représente la richesse, dont on se représente l'organisation des entreprises, etc. Or, les choses bougent très peu de ce côté-là. Et le deuxième membre de la phrase, voilà pourquoi, avant de voir comment la foi apporte de nouvelles motivations et de nouvelles exigences face au monde dont nous faisons partie, je propose de nous arrêter brièvement pour considérer ce qui se passe dans notre maison commune. Donc ça, c'est très important. Il y a un premier devoir qui est un devoir de connaissance, de mesurer la situation, de regarder objectivement de la situation, et sans avoir peur de son côté assez inquiétant, parce que dans tout ce que je vais vous dire, il y a beaucoup de choses inquiétantes, mais je crois que le devoir de vérité est primordial. Mon épouse est médecin, elle a travaillé un peu dans le domaine de la cancérologie à l'hôpital, et elle a passé une partie de sa vie à annoncer à des femmes qu'elles avaient le cancer du sein. Et ce qu'elle m'a toujours dit, c'est que, d'une certaine manière, cacher la vérité n'est jamais une bonne
n'est jamais une bonne solution. Faut donner des perspectives d'action, faut donner des voies d'espérance, mais il faut commencer, il ne faut jamais masquer la vérité, surtout quand les gens la demandent. Et je pense que par rapport à ce qui nous attend, moi, une des choses que je reproche à nos gouvernants, c'est de prendre les gens pour des enfants ou pour des imbéciles, en leur laissant croire que que l'affaire est en main, que voilà, on a vraiment des réponses, qu'on sait où on va, etc. Or, ce n'est pas vrai. On ne sait pas. Les gens qui nous gouvernent n'ont pas actuellement de réponse. Ils ne savent pas comment nous mener à une solution des problèmes écologiques. Donc, la première chose que je leur reproche, c'est de ne pas avoir l'honnêteté de dire que nous sommes collectivement devant des problèmes qui vont nous demander des solutions extrêmement importantes. Alors, les problèmes écologiques, ils sont nombreux. Il y a l'épuisement des ressources, des combustibles fossiles, des métaux. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, par exemple, sur les risques de pénurie, de lithium, de cuivre, etc., y compris en matière agricole, de phosphore et d'azote. Bon, la question du changement climatique, je vais y revenir. Le déclin de la biodiversité, la gestion de l'eau, l'usure des sols, l'artificialisation de l'espace, la gestion des déchets, la pollution chimique de l'air et de l'eau, le risque nucléaire, et puis, bien sûr, tous les dérèglements sociaux qui, comme le souligne très bien l'encyclique, sont étroitement liés aux problèmes écologiques. Alors j'en parlerai assez peu parce qu'on ne peut pas parler de tout, mais il est évident que quand on fait un exposé complet sur toutes ces questions, on accorde évidemment beaucoup d'importance à l'interdépendance entre la question des inégalités et la question de la lutte contre de la question écologique. Et je dirais que la crise des Gilets jaunes qui a débuté à propos de la question du prix de l'essence illustre parfaitement l'impossibilité de conduire une véritable politique respectueuse de la nature, une véritable politique de transition écologique, pour reprendre le vocabulaire officiel, sans lutter parallèlement contre les inégalités. C'est-à-dire une société inégalitaire contre la nôtre est incapable de se réconcilier avec la nature. Il faut en être conscient. Alors, je vais parler essentiellement du changement climatique pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est le sujet peut-être le plus urgent. En plus, c'est un sujet global qui concerne tout le monde et tout l'ensemble de la planète, qui a vraiment d'emblée un caractère local. Quand on en a une illustration avec la question de l'Amazonie, quand il y a des feux de forêt en Amazonie, eh bien, nous sommes aussi concernés que les Brésiliens. C'est une situation d'interdépendance, comme ça a été dit ce matin, qui est absolument radicale et qui, pour le coup, est totalement inédite. C'est la première fois que l'humanité se trouve dans une situation où l'interdépendance devient aussi prégnante, aussi massive et aussi planétaire. Et ça, la question du changement climatique en est l'illustration parfaite. Et puis, il y a un autre intérêt de parler de changement climatique, c'est qu'on est dans le domaine du mesurable. On sait mesurer les quantités de carbone émises par les différentes activités, on sait mesurer leurs conséquences, on a donc une possibilité de visualiser le problème et de le piloter de manière tout à fait rationnelle si vraiment on en avait la volonté. Or, je pense, et je vais le montrer, si on prenait des mesures, si on se mettait en situation de lutter réellement contre le changement climatique, on serait amené également à prendre des mesures favorables à la préservation de la biodiversité, favorables au maintien des espaces naturels, à la lutte contre la pollution. Tous les problèmes sont liés et d'une certaine manière, le changement climatique est étroitement interdépendant de la plupart des autres questions écologiques. Alors, l'un des apports immense pour moi de l'encyclique, c'est d'affirmer clairement qu'il existe un consensus scientifique très solide qui indique que nous sommes en présence d'un réchauffement préoccupant et
que c'est un problème global qui a de graves répercussions. Et puis il est dit ailleurs que il y a aussi un consensus pour dire que ce réchauffement est d'abord lié aux activités humaines et à l'émission de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors c'est important, pourquoi? Parce que moi qui fais des conférences depuis une quinzaine d'années sur ces sujets, notamment devant des chrétiens, eh bien, je dirais qu'au moins on a là une prise de position qui met fin, en quelque sorte, à la question du climato-scepticisme. Parce que le climato-scepticisme est pour moi quelque chose, je vais essayer de ne pas le dire de façon trop insultante, mais qui est un peu ahurissant quand même. Pourquoi? Parce qu'on est devant un phénomène scientifique qui est d'une extrême simplicité, qui est connu et parfaitement analysé depuis le XIXe siècle, que n'importe quel lycéen de terminale scientifique peut modéliser, comprendre au moins dans ses grandes lignes, et qui en plus fait l'objet depuis des années de dizaines de milliers de travaux, de publications qui à 99% sont convergentes sur la réalité du changement climatique, la réalité, le fait que les activités humaines sont massivement responsables de ce fait, et le fait qu'il se soit trouvé pendant des années un fort courant, et qui existe encore aux États-Unis d'ailleurs, fortement, pour nier cette réalité, pour moi, c'est pas révélateur de la difficulté de comprendre le changement climatique, c'est le révélateur de la gravité du problème et du fait que, par le fait qu'il entraîne, que tout le monde voit bien qu'il entraîne des remises en cause extrêmement importantes, provoque des réactions de déni. Le phénomène du déni est assez prégnant parce qu'on est face à une réalité dont il faut pouvoir parler, dont il faut pouvoir s'approprier, et tout simplement, le déni est une réaction humaine assez habituelle quand on est en face d'une réalité dont on perçoit le caractère menaçant. Alors, bon, ça c'est connu, c'est la courbe qui montre l'élévation de la température moyenne dans l'atmosphère. Donc, on est maintenant à plus 1 degré, on a déjà dépassé les 1 degré. Et puis, ça, c'est presque encore plus flippant, si je peux dire, cette courbe, parce que sa régularité a vraiment quelque chose d'inquiétant. C'est l'évolution de la concentration en carbone. C'est l'évolution de la concentration en carbone de l'atmosphère. Et évidemment, ce que l'on constate, c'est que malgré tous les rapports du GIEC, malgré tous les efforts qui quand même commencent à être faits ici ou là, pour l'instant, l'inertie du phénomène est telle, la trajectoire de développement où se trouve prise l'humanité est tellement forte et tellement prégnante que pour l'instant, il n'y a pas véritablement d'inflexion dans cette courbe. Et évidemment, c'est en soi quelque chose d'extrêmement inquiétant. Je ne vais pas vous dire le contraire, je ne vais pas vous dire que tout ça va bien. Je veux dire, moi quand je vois ça, ça m'inquiète profondément, parce que je me rends bien compte que même si on prenait des mesures extrêmement brutales, extrêmement fortes, il faudrait un certain temps pour arriver à infléchir cette courbe. Alors les rapports du GIEC, c'est même pas le rapport le plus récent, parce que je n'ai pas eu le temps de changer toutes mes diapos, c'est l'avant-dernier rapport du GIEC. Les conséquences d'un réchauffement de 1 degré sont d'ores et déjà visibles, bon, c'est évident. Sans relèvement des objectifs de l'accord de Paris et sans mise en œuvre immédiate des mesures nécessaires, le réchauffement devrait atteindre 3% d'ici 2100, 3 degrés d'ici 2100. Un récent rapport d'experts français a même relevé encore en disant que ça sera plus près de 4 que de 3. Et les chercheurs demandent aux responsables politiques de prendre des mesures drastiques pour limiter le réchauffement à 1,5, mais 1,5 degrés, on sait que de toute façon, on n'y arrivera pas, et il faudrait bien sûr agir avant 2030 pour éviter
des phénomènes irréversibles. Alors récemment, il y a un autre rapport du GIEC qui était plus centré sur la question des océans et l'élévation du niveau de la mer, et qui indiquait que si on continuait sur les tendances actuelles, 1,4 milliard des terrains où vivent, des territoires où vivent actuellement 1,4 milliard de personnes seraient affectés par des phénomènes de subversion. Ce qui veut dire qu'une partie importante de la planète serait directement affectée par la montée des eaux et serait potentiellement candidate pour des phénomènes de migration climatique. Et bien sûr, il s'agit là uniquement des phénomènes de submersion. Ça ne tient pas compte de la sécheresse, des problèmes sur les rendements agricoles, les phénomènes sanitaires, etc. Bon, je suis un peu désolé de dire des choses comme ça, mais je pense on n'y échappe pas. Bon, ça, c'est une illustration, ça montre la tendance à l'augmentation du nombre d'événements naturels très graves survenus en France, donc une tendance à l'augmentation du nombre d'inondations. Ça montre l'ampleur du phénomène même en France, puisque donc en rouge, on a les départements où entre 20 et 47,5% de la population, entre 20 et 47% de la population est concernée est en zone potentiellement inondable en cas de grosse crue, y compris en région parisienne, comme vous le savez, parce que malgré tous les aménagements qui ont été faits, la région parisienne, certaines zones de la région parisienne ne sont pas à l'abri d'une crue comme celle de 1910. Alors, j'ai dit que j'allais parler du climat. Je rappelle quand même que Laudato Si parlait aussi du problème de la biodiversité. Et comme ça a été dit, ce qui est remarquable moi, je fais une petite parenthèse philosophique là. Ce que j'ai trouvé remarquable dans Laudato Si, c'est que par rapport au débat sur justement l'anthropocentrisme, les débats sur l'antispécisme, on voit maintenant des courants qui disent l'homme n'a pas plus de droits que les autres espèces. Je trouve que dans l'encyclique, il y a une position remarquablement équilibrée, et ça a été dit, qui montre bien que la biodiversité a une valeur qui n'est pas purement utilitaire, mais en même temps qui affirme quand même clairement que l'homme a une dignité et surtout une responsabilité particulière par la création. Bon, alors, je ne vais pas parler trop de la biodiversité, comme j'ai dit que j'allais surtout parler du climat, mais je rappelle quand même tous ces chiffres inquiétants sur la disparition des insectes, des oiseaux, des grands mammifères, etc. On le voit par exemple dans cette courbe qui concerne la courbe du haut, c'est les populations d'oiseaux d'espèces généralistes, c'est-à-dire les oiseaux qui s'habituent aussi bien au milieu urbain qu'au milieu agricole et qui sont un peu comme les merles, typiquement les corbeaux, les pies, qui là se portent assez bien. En revanche, les nombreuses espèces d'oiseaux qui sont inféodées au milieu humide, aux zones forestières, aux zones de montagne, à certains territoires particuliers, elles sont en déclin continu. Toujours dans le diagnostic, je trouve que ce graphique est intéressant parce que quand on parle biodiversité, on parle évidemment de protection d'espaces naturels, mais c'est, comme je l'ai dit, la protection des espaces naturels, c'est aussi important pour le changement climatique. Or, qu'est-ce que l'on voit? On voit une tendance régulière à l'artificialisation du sol. L'artificialisation du sol, c'est facile à comprendre, c'est chaque fois qu'on transforme une surface qui était végétalisée en surface bétonnée, couverte de bitume, etc. C'est facile à comprendre. Et on voit qu'on artificialise en France l'équivalent d'un département tous les 10 ans.
D'où le problème évidemment d'Europa City, puisqu'on est là devant un phénomène d'artificialisation massive et qui en plus ne répond à aucune véritable nécessité. Ça c'est un peu un résumé à travers un indicateur d'empreinte écologique de l'humanité. C'est pas la peine, ça c'est redondant par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Alors maintenant sur la question économique, j'en viens maintenant aux relations économiques-écologiques. Au fond, tout le raisonnement des technocrates, des économistes et des gens qui nous gouvernent, c'est de dire on va découpler. On va découpler, c'est-à-dire on va verdir la croissance de façon à continuer à s'enrichir, à augmenter le PIB avec le système économique tel qu'il existe, tout en réduisant la consommation d'énergie et de matières premières. Donc on coupe le lien entre la création de valeur et de bien-être économique et les impacts écologiques. Alors est-ce qu'on est capable d'y arriver? Voilà quelques chiffres qui mesurent le découplage. L'intensité carbone de la France a diminué de 31% entre 1990 et 2012. L'intensité énergétique finale, c'est-à-dire la consommation d'énergie, elle a diminué de 21%. Et on a des chiffres comparables si on prend non plus l'énergie, mais la consommation de métaux rares, d'autres ressources sensibles, disons. Et en revanche, si on considère maintenant l'empreinte de la consommation qui intègre le contenu des importations de tout ce que nous importons de Chine, par exemple, et qui s'intègre dans notre consommation, eh bien, le découplage est encore plus faible, voire quasiment inexistant. Par exemple, on peut voir cela, c'est l'évolution comparée de l'empreinte carbone de la France, qui est comparée à l'évolution des émissions sur le territoire français. Or, ce sur quoi on communique généralement, c'est sur les émissions sur le territoire, c'est là-dessus que portent les accords internationaux, mais ce qui est le plus significatif pour les conséquences de nos comportements sur le climat, c'est l'empreinte. Or, l'empreinte, on voit qu'elle évolue évidemment très peu, et en tout cas, j'avais fait des petits calculs de coin de table montrant que le découplage entre la réduction récente de l'empreinte carbone et la croissance, pour l'instant, elle est inférieure à 1%. Ce qui veut dire que si on continue à avoir une croissance économique, eh bien, on n'arrivera pas à réduire de manière significative nos émissions de gaz à effet de serre dans l'état actuel des techniques. Alors, on peut illustrer ça par ce graphique, donc, où on voit effectivement un déclin de cette courbe. Donc, c'est l'intensité énergétique finale qui mesure en quelque sorte le découplage. Donc, on voit qu'on a un certain découplage. Mais quand on tient compte de l'évolution du PIB, de l'enrichissement par personne, du niveau de consommation individuelle, on voit déjà qu'on a une baisse qui est seulement de 5% depuis 1990. Et puis si on tient compte de l'évolution de la population, eh ben, on n'a plus de baisse du tout, c'est-à-dire qu'on a un accroissement de la consommation finale d'énergie. Alors je ne poursuis pas mais vous voyez bien la conclusion. La conclusion, c'est le découplage n'est pas assez rapide pour que nous puissions poursuivre avec le même mode de développement économique, avec la même manière de calculer la croissance. On ne pourra pas y arriver et il faut penser de manière plus radicale. Alors, si on prend maintenant la question sur le plan technique, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas y arriver? Eh bien parce que les réponses techniques sont insuffisantes. Quelles sont ces réponses techniques sur le climat? Eh bien d'abord l'énergie nucléaire, avec tous les problèmes qu'elle pose, et puis tout l'accroissement du coût, on voit avec les difficultés de l'EPR. Les énergies renouvelables, bien sûr, elles se développent, mais
elle représente encore, l'éolien et le photovoltaïque représentent encore une part faible de notre bilan énergétique, hein, moins de 10%. Et on bute le développement de ces énergies comme l'éolien et le photovoltaïque, le développement massif de ces énergies bute sur un problème technique qui est la question du stockage de l'énergie. C'est-à-dire que pour qu'on puisse espérer que l'éolien et le photovoltaïque remplacent vraiment le pétrole, il faudrait avoir fait des progrès rapides sur la question du stockage de l'énergie, et pour l'instant, c'est encore trop coûteux, même s'il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur ce sujet-là. Alors l'efficacité énergétique, c'est l'isolation, les véhicules qui consomment moins, etc. Bien sûr, c'est tout à fait important, mais là aussi, l'isolation, elle est très coûteuse, et les résultats ne sont pas toujours aussi spectaculaires que ce que l'on voudrait. L'économie circulaire, c'est la durée de vie l'augmentation de la durée de vie des produits, le recyclage, la réutilisation des pièces détachées, etc. Alors ça, c'est vraiment important parce que là, on touche structurellement au mode de vie et à la manière de consommer, et ça, c'est une voie importante. Et puis, il y a toute la chimie verte, les nouvelles manières de produire des produits chimiques qui ne polluent pas, qui consomment moins d'énergie, etc. Et puis, il y a toute une problématique de captage du gaz carbonique, que ce soit par de nouveaux végétaux ou que ce soit par l'enfouissement direct du gaz carbonique produit par les centrales thermiques dans le sol. Alors, je n'ai pas le temps de passer tout ça en revue. Ce que je voudrais simplement dire, c'est qu'il n'y a pas de miracle technologique en vue, c'est-à-dire que il se trouve que quand j'étais au ministère de l'écologie, j'ai participé à un travail collectif sur le facteur 4, sur comment faire pour diminuer par 4 nos émissions de gaz à effet de serre, et nous étions arrivés à la conclusion que, avec ce qu'on était en train de faire avec tous ces sujets-là, et y compris en y intégrant ce qui était dans le portefeuille des chercheurs, si vous voulez, on aurait pu diminuer de 2,5 les émissions de gaz à effet de serre, mais on n'était pas au niveau pour atteindre le facteur 4, voire la neutralité carbone, comme le gouvernement dit qu'il va y arriver. Donc, au vu des chiffres actuels, donc les contradictions paraissent presque insolubles entre les impératifs socio-économiques et la protection de l'environnement. Il faut donc envisager des remises en cause plus radicales de notre modèle de développement et promouvoir une autre vision du bien-être. Alors, je ne suis pas le seul à le dire, puisque ça, c'est un graphique qui a été produit dans un rapport de la Banque mondiale, donc par des économistes, tout ce qu'il y a d'officiel, et qui résume bien cette idée. C'est-à-dire, on a là ce vers quoi il faudrait aller. C'est-à-dire un découplage qui tienne compte pas seulement du découplage, qui montre qu'il y a plusieurs notions de découplage. Il y a un premier découplage qui est entre l'impact environnemental et l'utilisation des ressources, donc utiliser des ressources, mais en se débrouillant pour qu'elles aient moins d'impact sur l'environnement, par exemple en recyclant, en réintroduisant le carbone dans le sol, en utilisant du gaz plutôt que du pétrole, etc. Le découplage en termes le découplage des ressources, c'est-à-dire le découplage entre l'activité économique et la production des ressources, ça c'est ce qu'on vient de voir, c'est trop faible. Et évidemment, ils envisagent un autre découplage qui là me semble vraiment, c'est là-dessus qu'il va falloir travailler, c'est le découplage entre le bien-être humain et l'activité économique. C'est-à-dire comment vivre mieux, plus heureux, dans une planète plus agréable, de manière plus solidaire, sans forcément tout miser sur la croissance économique. Je parle depuis combien de temps là? J'ai presque combien de temps? Un quart d'heure. Un quart d'heure, bon. Alors, je vais... donc, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Donc, on a affaire à un problème planétaire qui est lié à l'ensemble de nos comportements
à l'orientation du système économique et à l'organisation de la société. Le progrès technique est nécessaire, je dirais même qu'il est vital, mais il sera insuffisant. Donc les gestes quotidiens, manifestement, sont importants, et on y reviendra, mais il faut aussi s'engager à tous les niveaux pour inventer un autre modèle économique. Et quand je dis à tous les niveaux, c'est-à-dire à la fois par des initiatives locales, par des politiques au niveau des collectivités territoriales. Par exemple, quand on parle de l'aménagement de l'espace, des transports, etc., c'est bien sûr, on parle de politiques qui sont largement dans la responsabilité des collectivités territoriales, mais il y a aussi les questions fiscales qui, elles, sont et les questions de réglementation qui sont du ressort du gouvernement. Et puis enfin, il y a le niveau global, celui des négociations internationales, et notamment du climat. Alors, je vais aller accélérer un peu parce que je voulais parler un peu des forces et des faiblesses de l'accord de Paris. Donc, un accord unanime, des objectifs ambitieux, une dynamique de renforcement progressif, au moins en principe, et avec un système de transparence, avec à la fois des actions concernant l'atténuation, c'est-à-dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi l'aide aux pays du Sud pour qu'ils s'adaptent au réchauffement, avec un fonds climat très important qui était en principe mis en place, mais grande faiblesse, aucun objectif collectif chiffré de réduction des émissions pour 2030-2050, et des objectifs nationaux publiés, c'est-à-dire que les pays ont publié leurs objectifs, mais ces objectifs, d'une part, sont insuffisants, et d'autre part, sont non contraignants. Et puis enfin, il faut dire que les suites de cet accord sont très incertaines, puisque les États-Unis ont annoncé leur intention de sortir de l'accord de Paris, qui sera effectif en 2020 si M. Trump est encore là. Peut-être qu'on sera sauvé par son départ, mais pour l'instant, le plus probable, c'est qu'il soit encore là et que les États-Unis sortent de l'accord. Et de nombreux, mais malgré ça, quand on parle des États-Unis, il ne faut pas oublier que de nombreux États, la Californie ou bien d'autres États et d'entreprises, maintiennent leurs engagements et poursuivent leurs efforts. Donc tout n'est pas noir quand même aux États-Unis. Et puis il y a des discussions dans les réunions successives qui se déroulent tous les ans pour essayer de renforcer les engagements, pour essayer de renforcer les mécanismes de contrôle, etc. etc. Mais tout ça avance malheureusement beaucoup trop lentement. La plupart des pays ne sont pas sur une trajectoire conforme à leurs engagements. Le fonds vert, qui est censé financer l'adaptation des pays du Sud au réchauffement, est en crise. Et malgré tout, il y a des avancées sur la coopération technique, les transferts de technologies, les échanges d'informations, mais on ne peut pas dire qu'on soit encore rentré totalement dans le vif du sujet. Et comme ça s'était bien dit déjà dans Laudato Si, la faiblesse de la réaction politique internationale est frappante. La soumission de la politique à la technologie et aux finances se révèle dans l'échec des sommets mondiaux pour l'environnement. Il y a trop d'intérêts particuliers et très facilement, l'intérêt économique arrive à prévaloir sur le bien commun. Je n'ai rien à ajouter à ça, malheureusement, tout est... Alors, ça, c'est des données sur les émissions de gaz à effet de serre, les sources d'émissions, les gros morceaux, c'est les centrales énergétiques, les processus industriels, les transports, la production agricole, voilà, tous les gros postes. Le résidentiel, c'est 10%. Donc, on voit que finalement, beaucoup d'éléments de notre bien-être sont concernés. Bon, ça détaille, parce qu'il y a plusieurs gaz à effet de serre, donc on peut rentrer dans la raffinée en distinguant le dioxyde de carbone. On voit que pour l'agriculture, le gros problème, c'est l'émission de méthane par les bovins, qui représente une grande partie de l'impact de l'agriculture, et aussi pour les oxydes d'azote, qui sont un autre gaz à effet de serre.
Bon, tout ça est connu. Je pense que vous avez plus ou moins tout le monde a ça en tête. Ce qui est peut-être moins bien connu, et ça c'est scandaleux que le gouvernement ne communique pas plus sur ce genre de choses, c'est le bilan carbone, l'empreinte écologique, la répartition de l'empreinte écologique de chaque Français. Et donc on voit que chaque Français a une empreinte écologique de 12 tonnes d'équivalent CO2. Alors bon, ça c'est un graphique, je pourrais le laisser aux participants, donc vous pouvez regarder. Qu'est-ce qu'il y a de remarquable là-dedans? Les ruminants. Voilà, on voit que dans le paquet alimentation, qui représente quand même 19% des émissions, on voit que les ruminants représentent 5,38, alors que par exemple les volailles représentent que 0,9. Donc on voit que si on diminue sa ration de viande rouge et qu'on augmente la consommation de volailles, on va dans le bon sens. Alors après, dans ces chiffres, ça tient compte évidemment à la fois de la production, du transport, et c'est évidemment compte tenu des techniques de production actuelles. Alors, ça c'est intéressant parce que les gens ne mesurent pas peut-être que 6,33% de leur empreinte carbone est liée à l'habillement. Ça paraît quelque chose de tout à fait anodin, mais évidemment on accumule beaucoup de vêtements qui sont produits en Chine ou ailleurs. Et puis, informatique et électronique, 8,55%. Donc l'électronique, et alors dans ce chiffre, ce qui compte le plus, et là aussi c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut agir, c'est la fabrication des équipements. C'est-à-dire les portables qu'il faut renouveler tous les 2 ans, c'est extrêmement négatif pour l'environnement. La première chose à faire, ça serait de produire des objets qui durent, des objets de vie. C'est évidemment la première chose, et peut-être une des plus faciles à faire. On sait aujourd'hui produire des ordinateurs qui durent 15 ans, on saurait produire des téléphones qui durent 15 ans, à condition qu'on n'oblige pas les gens à en changer en mettant sur le marché des logiciels toujours plus gourmands et en créant artificiellement une demande d'équipement plus coûteux. Et puis, il y a un petit truc un peu scandaleux, c'est que l'Europe avait réussi à imposer aux constructeurs de téléphones portables une harmonisation des chargeurs. Or, Apple n'a pas voulu jouer le jeu et a mis sur le marché un chargeur plus performant qui a obligé les autres constructeurs à suivre et à casser l'accord qui avait été passé avec Bruxelles pour harmoniser les chargeurs. C'est un petit détail, si vous voulez, mais c'est illustrateur de la façon dont, pour l'instant, les grands intérêts économiques sont capables de s'opposer pratiquement aux efforts pour réduire les émissions. Donc l'énergie, on voit évidemment le gaz, le fioul. L'électricité, évidemment, si on regarde principalement la question de l'effet de serre, évidemment, l'électricité est bien meilleure, mais évidemment ça pose tout le problème du nucléaire. Et là, je dirais que parmi les gens qui s'intéressent à l'écologie, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui considèrent que le nucléaire c'est un mal aussi grave que le pétrole, etc. Et puis il y a les autres, dont je fais partie, qui considèrent que le nucléaire est un moindre mal et que probablement il n'y a pas d'autre solution que d'accepter de rester au moins un certain temps dans le système nucléaire, parce que le danger numéro 1, c'est le changement climatique. J'accélère. Donc, comment changer de système? Comment changer? D'abord, je crois que, oui, important de voir que nous sommes étroitement conditionnés par un système, oui, qui n'est pas
Voilà, voilà. Le système économique, c'est pas seulement la domination de la finance qui impose des choix, etc. Je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus large. C'est ce que j'ai appelé dans un de mes livres la raison économique. C'est-à-dire, c'est le fait que nous sommes dans un système social où nous sommes environnés de signaux et d'incitations qui sont relatifs à la richesse monétaire. C'est-à-dire, notre bulletin de paye, le prix des choses dans les magasins, la puissance, notre place dans la société qui se mesure à notre richesse, le fait que le gouvernement communique sur le PIB, sur les indicateurs économiques, et puis aussi le fait que les politiques sociales elles-mêmes, c'est-à-dire la manière dont on conçoit la solidarité sociale, est étroitement liée à des redistributions monétaires, et donc finalement aussi dépendante de la croissance économique. Donc, or, cette raison économique, elle est en elle-même incapable de prendre en compte l'irréversibilité des phénomènes écologiques, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des destructions définitives, parce que le mode de raisonnement économique, c'est un raisonnement qui présuppose la substituabilité et le caractère échangeable de toutes les richesses. C'est-à-dire, ça présuppose finalement que tout se résout dans l'argent. C'est-à-dire que, y compris les biens environnementaux eux-mêmes, peuvent être traduits en termes purement monétaires. Or, c'est radicalement faux. Les interactions avec la nature mettent en jeu une logique complètement différente qui impose de s'abstraire et de dépasser une manière purement monétaire de raisonner. Nous devons créer un cadre social dans lequel les êtres humains seraient incités à se conformer aux impératifs écologiques. Et évidemment, en plus, il faut qu'il y ait un cadre social, une société plus égalitaire, parce que là aussi, on peut montrer que dans une société inégalitaire, marquée par des phénomènes de domination, il est presque impossible de... si vous voulez, quand on gagne beaucoup d'argent, évidemment, qu'est-ce qu'on fait? On voyage, on est amené à avoir un certain nombre de consommations qui contribuent à détruire la planète. Et inversement, quand on est trop pauvre, on n'a pas l'argent suffisant pour procéder à des travaux d'isolation chez soi, pour essayer de consommer plus intelligemment, etc. Donc on pourrait montrer que aux deux bouts de l'échelle des revenus, on est empêché, en quelque sorte, d'avoir un comportement vraiment écologique, et que seul un resserrement drastique de l'échelle des revenus pourrait créer un contexte social dans lequel on soit vraiment incité à avoir des comportements écologiques. Le fonctionnement des marchés est foncièrement court-termiste, parce que la bourse, les profits boursiers sont liés à des opérations de très court terme. Là, il y a des phénomènes de spéculation qui encouragent, qui survalorisent le court terme. Les critères d'évaluation, de rémunération et de reconnaissance sociale sont liés aux performances marchandes à court terme. Des moyens considérables sont dépensés pour orienter les désirs vers la consommation d'objets. J'ai récemment participé à une table ronde et quelqu'un m'a fait remarquer quelque chose de très juste, c'est qu'on dit on vit dans une économie de l'immatériel avec les GAFA, Amazon, Facebook, etc. Mais il dit, ce qu'on oublie de dire, c'est que toutes ces grandes entreprises, ce sont fondamentalement des régies publicitaires. C'est-à-dire qu'elles sont financées à 90%, voire à 100%, avec des recettes publicitaires. C'est-à-dire qu'elles vivent uniquement en tant que support pour inciter les gens à s'acheter des voitures, tout ce qu'on voudra. Donc, en réalité, cette économie de l'immatériel est très liée à la question de la surconsommation. Et on a des modes de raisonnement inadaptés. Et là-dessus, je pourrais en dire beaucoup parce que j'ai beaucoup fréquenté, j'ai une formation d'économiste mainstream, comme on dit. J'ai commencé ma carrière à l'INSEE comme statisticien économique avec des modélisateurs à la Jean Tirole et autres. Et je peux vous dire que tous ces gens qui sont bardés de diplômes et qui connaissent très bien la modélisation économique ont un cadre intellectuel
qui est foncièrement inadapté à la prise en compte de la question écologique. Alors, les éléments d'une rationalité écologique, c'est instituer les droits des générations futures. Je vais très vite, on pourra en reparler, c'est-à-dire donner droit au chapitre aux générations futures, d'une manière ou d'une autre, dans nos décisions. Alors, le philosophe Dominique Bourg, qu'on a déjà évoqué ce matin, a fait des propositions en ce sens-là. La question des normes techniques, par exemple, imposer des normes d'éco-conception sur la durée de vie des produits, etc. La question de la fiscalité, des fiscalités vraiment incitatives à faire des économies. Développer des nouveaux modèles économiques, comme par exemple l'économie de la fonctionnalité ou les économies collaboratives, qui sont fondées sur la mutualisation et le partage des biens. Développer de nouveaux critères de performance sur la qualité de la vie, la mesure des impacts environnementaux. Développer, à travers la formation, l'éducation et le contrôle social, une intelligence économique, et le pape en parle un peu avec ses mots à lui, c'est-à-dire une culture qui nous rende sensibles à nos relations avec l'environnement, et ça passe aussi par des systèmes d'information, et puis développer des valeurs, des principes éthiques, comme bien sûr ceux qui sont développés dans l'encyclique, mais je pense aussi au fameux principe responsabilité qui a été développé par le philosophe allemand Hans Jonas. Je vais aller très vite. Je vais juste développer. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen et consommateur? En tant que citoyen et consommateur, il y a le problème de la consommation durable, il y a réfléchir à sa mobilité, ses loisirs. En tant qu'élu, et je pourrais ajouter en tant qu'acteurs sociaux, donc sur l'orientation du développement économique local, l'aménagement de l'espace, les politiques de transport et d'habitat, le soutien aux initiatives associatives et autres, et ne pas perdre de vue le rôle du politique à tous les niveaux, le caractère mimétique des comportements sociaux. Alors ça, c'est ma casquette de girardienne qui revient, René Girard, la théorie du désir mimétique. On a des devoirs d'exemplarité dans la manière dont on consomme, et l'importance de l'éducation. Et je crois que je vais m'arrêter là, donc agir à tous les niveaux, accords et conventions internationales, les politiques nationales, les politiques territoriales, les directives, normes, réglementations européennes, les initiatives locales, la RSE des entreprises, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, et puis ce qu'on pourrait appeler l'éco-responsabilité individuelle, être soi-même responsable et informé des conséquences écologiques de ses actes. Je vais juste terminer par c'est ce qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est un des trucs qui m'ont scandalisé à la rentrée. Ça, c'est une station de ski autrichien qui est en train de démolir un glacier pour étendre les pistes de ski. Et ça, ça illustre la démesure des modes de loisirs actuels. Donc, voilà, c'est ce dont il faut sortir. Merci. Merci Bernard, c'est une conférence très riche. Il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés, beaucoup de thématiques très, quelquefois choquantes, profondes, vraies. Et voilà, nous avons tous une part de responsabilité. Et je vous invite maintenant à un petit exercice d'intériorisation, voilà, sur tout ce qui a été dit. Est-ce que tu voudrais remettre par exemple le slide avec les émissions de les postes. Oui. Voilà, donc j'aimerais vous inviter à réfléchir. Voilà, au vu de ce que vous avez entendu, et puis ce slide me semble très parlant. Alors, on ne le voit pas trop au fond, malheureusement. Mais voilà, juste pour se rappeler, donc, sur quoi je peux avoir une action concrète dès que je serai sortie de ce merveilleux forum. Ma boisson, mes produits laitiers, les viandes, poissons que je consomme, l'habillement, voilà, les énergies que j'utilise, les
les équipements des logements, les transports, La voiture, hein. La voiture. la voiture. Voilà, Et c'est pas la même chose d'avoir une voiture qui consomme 10 litres et d'avoir une voiture qui consomme 5 litres. Après, c'est très Et puis, difficile. c'est pas la même chose de rouler tout seul et de rouler à 5 quand on peut.